Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Oui, je fais un don à la Fondation pour l'école. Un enseignement de qualité est possible. La Fondation pour l'école reconnue d'utilité publique agit pour le renouveau éducatif au service des familles. Grâce à vous, nous soutenons la création et le développement des écoles indépendantes. Nous aidons au quotidien les acteurs de la liberté scolaire. Faites un don sur fondationpourlécole.org. Bonjour Vladimir Fedorovski. Bonjour. Alors, vous êtes diplomate, écrivain russe. Alors, on vous reçoit régulièrement sur Radio Courtoisie. Nos auditeurs vous connaissent et vous apprécient. Vous êtes auteur dernièrement le roman vrai de Gorbatchev aux éditions Flammarion, le roman d'une révolution Nicolas II Lénine aux éditions Ballant. Et puis, dernièrement, de votre dernier livre s'intitule Sorge, un espion pour l'éternité aux éditions Ballant aussi. Alors, je voulais revenir avec vous sur la guerre en Ukraine qui se passe, parce que vous êtes un spécialiste de la Russie, puis après, évidemment, on va parler de votre livre. Je voulais D'autant plus que je suis d'origine ukrainienne aussi. Voilà, c'est ça. Mon père était un très grand Ukrainien. Votre père était ukrainien ? Un très grand Ukrainien, oui. C'est un héros de la guerre. Et ce livre est lié dans la réalité avec la guerre en Ukraine, parce que vous savez, Sorge, c'était le plus grand espion du XXe siècle, mais c'était un très grand analyste aussi. Et son hantise, c'était vraiment de ne pas prendre ses désirs pour la réalité, éviter les approximations de l'analyse, mélange entre la propagande et l'analyse politique et le drame de la situation en Ukraine. C'est une grande tragédie pour moi, mais il y a un mélange de genres dans l'analyse que vous constatez chaque jour à la télévision, etc. Et justement, pour vous, donc cette guerre n'est pas finie, et pour vous, on se dirige vers une guerre totale entre donc la Russie et l'Ukraine. Plus que jamais, guerre totale. Encore avant-hier, il y a cette attaque par les drones contre le Kremlin. Les Russes disent une tentative d'assassinat de Poutine. J'ai dit depuis longtemps qu'on vit le moment le plus dangereux de l'histoire de l'humanité. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus grave que la guerre froide. Je vous ai dit, c'est mon grand espion, qui était prototype d'ailleurs de James Bond, disait que le mélange entre la propagande et la politique réelle peut nous amener loin, mais plus que jamais, nous marchons comme des funambules vers la guerre totale. Je peux vous donner les scénarios, mais au-delà de ça, ce désir de mal apprécier la situation, vous le constatez dans la presse, mais la presse finalement ça ne me gêne pas, et la propagande c'est propre à ça. Propagande ça existait, j'étais diplomate pendant la guerre froide. Pendant la guerre froide, il existait aussi cette propagande, etc., et tout ce qu'on veut, mais le problème là-dedans, qu'il y avait une distinction entre la politique réelle et la propagande. Et aujourd'hui, il y a le mélange de genres. Pour être franc, les gens mentent et croient à leurs mensonges, et tout ça, ça donne une chose très dangereuse. Par exemple, cette situation aujourd'hui, les gens ne se rendent pas compte que c'est pire que la crise de Cuba. Et tout ça, ça donne les situations complètement aberrantes. Le président américain est très âgé. Autour de lui, il y a tout un pléiade des idéologues, on les appelle néoconservateurs ou néo-idéalistes, qui sont les gens qui pensent que leur idée est plus importante que la paix. Ils sont prêts à sacrifier la paix au nom de leur idéologie. Et justement, comment mettre fin à cet engrenage, à l'engrenage de ce conflit entre la Russie et l'Ukraine aujourd'hui ? Je pense que la seule solution, c'est d'essayer d'arrêter ça le plus rapidement possible. Moi, je suis complètement bouleversé par ça. Vous comprenez, pour moi, c'est une tragédie personnelle. On a l'expérience de ça. Au pire moment de la guerre froide, il y avait des contacts, il y avait des négociations. D'ailleurs, dans
justement dans mon livre, je mentionne ça, l'utilisation de l'espionnage pour la paix. À l'époque de la crise de Cuba, justement, d'ailleurs, à travers les contacts très confidentiels, on a essayé de nouer ça. Et récemment, j'ai parlé avec quelqu'un qui était participant à cette crise du côté américain, c'est un grand diplomate. Il était adjoint de McNamara, si vous vous souvenez, qui était secrétaire d'État à la Défense et participant à la gestion de la crise de Cuba, c'était en 1962. Il m'a raconté, au pire moment, c'était le 19 octobre 1962, Kennedy écrit une sorte d'ultimatum adressé aux Russes. Et dans cet ultimatum, il met les Russes devant le choix absolument impossible. Il y avait un battement. Et il a montré cet ultimatum à un grand ambassadeur américain. L'ambassadeur américain, il a dit, écoutez, Monsieur le Président, si vous envoyez ça, je vous garantis que c'est la guerre mondiale. Alors Kennedy, il a demandé à son ambassadeur, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il a pris la main, il a pris la plume et il a écrit, Monsieur Khrouchtchev, vous êtes un grand leader. Entre les grands leaders, on peut trouver l'issue. Attendez, mais qui est capable aujourd'hui de faire ça? Je vous dis, la polémique autour de ce qui se passe à propos de cette attaque au Kremlin le prouve. Vous savez, j'ai jamais pensé que je vais arriver à ça. Et d'ailleurs, la presse qui aime bien, vous savez, inventer le monde virtuel ne se rend pas compte qu'à ce moment-là, je vous dis, nous marchons comme des funambules vers la guerre. Il y a 3 scénarios en réalité. Vous comprenez, les Russes sont en train de prendre une ville très importante, une sorte de verrou de la ligne Maginot. Là-bas, ça s'appelle Bakhmout. Ils prennent ça, ils vont aller plus loin, vraisemblablement vers l'Odessa. Et les Américains m'ont dit, on intervient. D'ailleurs, ils interviennent déjà directement, les Américains. Vous comprenez, il ne faut pas se leurrer. Il y a les conseillers. C'est eux qui, d'ailleurs, qui ont guidé cette attaque contre le Kremlin de l'espace. Bref, c'est la guerre mondiale garantie dans ce cas-là. Les Américains interviennent. Tout le monde attend l'offensive. Tout le monde, on dit que l'offensive c'est demain. On a déjà donné les dates. On a donné les dates août. Maintenant, après Noël, maintenant, on dit que c'est après-demain ou quelque chose comme ça. Les Ukrainiens disent qu'ils vont aller en Crimée. Mais vous comprenez, cette attaque, ça rajoute vraiment à la dangerosité de moment. Vous savez, j'étais au Kremlin. Je peux vous garantir, dans ce cas-là, les Russes, ils ont la supériorité dans les armes tactiques nucléaires, 1-10 sur le théâtre européen. L'opinion publique russe est tellement excitée par cette attaque, je vous garantis qu'ils vont utiliser toutes les armes à leur disposition. Et c'est la guerre mondiale, c'est la fin de la civilisation. Quand je dis ça avec beaucoup de douleur, parce que toute ma vie, j'ai travaillé pour la paix, notamment avec Gorbatchev. J'ai écrit 20, par exemple, je vais vous dire, j'ai écrit une vingtaine, j'ai participé à l'écriture, une vingtaine de traités pour éviter le dérapage vers la guerre mondiale. Aucun de ces traités n'existe pas. Les Américains, ils ont sorti de ça. Les Russes, tout ça, c'est pitoyable. Et je vous dis, quand je vous parle, je suis absolument bouleversé. Heureusement qu'il y a mes livres qui me sauvent, parce que mes livres se lisent comme les romans policiers, et j'oublie la tristesse de notre époque quand j'écris mes livres. Et c'est le cas de votre dernier livre, Sorge, Un espion pour l'éternité. C'est vraiment un roman policier avec des rebondissements, et puis il y a toutes sortes de couvertures. On va revenir d'ailleurs sur cet espion. Et ce qui est drôle, c'est que... Tout est vrai. Ça se lit comme un roman policier. Mais tout est vrai. Mais c'est pas par hasard que Sorge était le prototype de James Bond. Oui, c'est ça. Mais vous comprenez, il est de l'actualité absolument époustouflante. C'était un très grand analyste aussi.
Et justement, fondateur. Vladimir Fedorovski, je voulais revenir là-dessus parce que vous dites qu'il est d'actualité. Là, on va revenir, je veux revenir sur ces 2 drones kamikazes contre le Kremlin, Absolument, bien sûr. qui étaient pour assassiner donc Vladimir Poutine et donc Disent les Russes, parce que oui, l'enquête ne peut pas mener. Disent les Russes. Simplement, je ne voudrais pas même entrer dans les détails. Imaginez-vous bien qu'aujourd'hui, la situation analogue, une attaque par les drones pour tuer Biden par les Russes. Et je vous assure, la guerre mondiale a déjà commencé. Aujourd'hui, les Russes, ils ont des déclarations que, d'ailleurs, les médias mainstream ne répercutent pas. Les déclarations des Russes sont d'une dureté absolue. Heureusement, ils disent qu'ils veulent garder un certain retenue, mais simplement analyser la situation. Demain, les Ukrainiens, ils disent qu'ils vont aller vers la Crimée. Vers la Crimée, vous ne vous rendez pas compte jusqu'à quel point l'opinion russe est excitée. Aujourd'hui, elle est bouleversée par cette affaire. Poutine, il n'aura pas même de choix de faire ça en dehors de ses analyses propres. Mais, vous savez, l'opinion russe existe bel et bien en Russie. C'est un pays qui a une longue histoire, y compris dans le domaine littéraire. Par exemple, il faut lire Tolstoï pour comprendre les Russes. Aujourd'hui, d'ailleurs, interdit qu'un Ukrainien comme Dostoïevski, les Italiens, ils ont essayé d'interdire Dostoïevski. Vous imaginez dans quel monde on vit? C'est des dingos. J'ai parlé avec quelqu'un qui était un grand analyste, justement cet ambassadeur américain. Il m'a dit, je les méprise. J'ai dit, pourquoi? Parce qu'ils sont amateurs. Il a parlé des gens qui gèrent aujourd'hui les choses. Et justement, donc la Russie, donc il y a 2 drones kamikazes qui ont été donc d'après la Russie pour assassiner Vladimir Poutine. Et alors quand on lit votre livre donc sur Richard Sorge, qui est un espion extraordinaire, on se dit il y a 20 ans, ça aurait été 2 espions qui auraient essayé de tuer Vladimir Poutine. Aujourd'hui, ce sont des drones. Est-ce que c'est pas la fin justement de ces espions à l'ancienne comme James Bond, comme Richard Sorge, il n'y aura plus de mission maintenant, on va faire ça avec des drones et avec de l'intelligence artificielle? Non, pas du tout. Au contraire, plus que jamais, l'espionnage aujourd'hui est de rigueur. Un jour, je vais faire un livre sur le roman de l'espionnage, sur la crise actuelle. Vous ne pouvez pas imaginer jusqu'à quel point l'espionnage a joué un rôle. Le début de la guerre, d'ailleurs, il faut reconnaître que c'est une grande réussite des espions américains qui ont piégé Poutine, puisqu'ils ont fait une combine absolument extraordinaire. Ils ont miroité à Poutine que les dirigeants militaires ukrainiens passent du côté russe et ils ont fait circuler consciemment, j'ai eu ces documents, les documents les plus confidentiels, même sur l'Internet, pour montrer que les Ukrainiens vont attaquer le lendemain les Russes. Il y avait toute une concentration, 100 000 personnes des Ukrainiens du côté de Donbass. Et après, les Russes, ils ont bougé, ils ont piqué les plans. Les plans, vous dites l'espion, les Sorge d'aujourd'hui, cette fois-ci du côté américain, ils ont piqué les plans russes en utilisant d'ailleurs c'est vrai, l'intelligence artificielle. Ils ont piqué les plans russes et c'est pour ça que le début de la guerre était si difficile pour les Russes. C'était une grande erreur pour Poutine, mais il a compris ça tout de suite, il faut le reconnaître. Et 3 jours après, il a tiré des leçons de ça et puis maintenant, c'est une autre paire de manches. Au contraire, l'espionnage est plus que jamais là, et c'est pour ça que j'ai décrit Sorge. Mais franchement, je vous fais plaisir avec Sorge, parce que comme c'est un livre, le personnage est flamboyant, vous comprenez, au-delà je vous dis que c'est quelqu'un qui a sauvé le monde autrefois.
Vous savez, il y a deux grandes performances de Sorge. La principale performance, il a manipulé les Japonais d'une manière absolument extraordinaire. Oui. Mais justement, on va revenir là-dessus. D'abord, je voulais revenir sur donc Richard Sorge, c'est donc un espion avec des aptitudes fascinantes d'analyse, d'adaptation. Il part en Chine, au Japon, en Russie, en Allemagne. Et vous expliquez que Richard Sorge, c'est l'un des plus grands espions de l'histoire du XXe siècle. Alors pourquoi déjà Richard Sorge, pour vous, est un espion incroyable? Je vais vous dire, il y a deux choses. Tout d'abord, il a prévenu Moscou, Staline, de l'attaque de Hitler contre l'Union soviétique en 1941. En juin 1941. Mais surtout, sa performance extraordinaire, c'est pour ça d'ailleurs, il a payé cher parce qu'il était pendu quand même par les Japonais. Et avant d'être pendu, il a su guider. Vous imaginez, non seulement cet espion, c'est quelqu'un qui était un analyste politique extraordinaire et qui a su guider les Japonais, l'empereur japonais, pour qu'il n'attaque pas l'Union soviétique, mais qui attaque les Américains à Pearl Harbor. Et c'était le moment quand le monde a été basculé. Pour être franc, c'est quelqu'un qui a changé l'histoire du monde, carrément. Parce qu'à l'époque, Hitler était à 6 kilomètres du Kremlin, contrairement à ce qu'on raconte les manuels de l'histoire. Non seulement la presse mente souvent, mais les manuels de l'histoire mentent, parce que les paranazis ont été à l'intérieur de Moscou. Tout aurait pu être basculé. C'était le 16 octobre 1941. Et à ce moment-là, les Japonais, au lieu d'attaquer l'Union soviétique, grâce à Sorge, ils ont attaqué les Américains. Et Staline, il a pris ces dernières divisions. Il a pu les amener du côté de Moscou. Et après, il y avait le renversement de la situation. Tout d'abord, la première réussite russe militaire au port de Moscou. Ils ont repoussé les nazis. Et après, il y avait Stalingrad et tout le reste. Bref, ça, c'est un espion qui a sauvé le monde d'une manière extraordinaire. Et puis, n'oubliez pas aussi qu'il a influencé dans ses dépêches. Vous savez, Sorge, pour être franc, c'était en quelque sorte un agent double, on peut dire. Double, pour quelle raison? Parce qu'il a travaillé aussi avec les nazis, avec Abwehr, pas parce qu'il était l'espion à leur solde, parce que pour recevoir les informations plus confidentielles, il a donné beaucoup de choses aux Allemands. Hitler le lisait, mais sur le Japon, c'était le spécialiste le plus chevronné. Sur le Japon, inimaginablement chevronné, vraiment, etc. Et avec l'aval d'ailleurs de Staline, et puis il a envoyé la même chose à Staline. Tout ça, ça donne un aspect très intéressant, sans parler il y avait un aspect James Bond réel en lui, mais James Bond haut de gamme, parce que, vous savez, James Bond, c'est la séduction, comme ça, on peut vraiment pour le grand public, tandis que Sorge, il a utilisé beaucoup de femmes. Il a eu des rapports extraordinaires avec les femmes. C'était un des plus grands séducteurs, je dis grand espion, mais grand séducteur du XXe siècle. Mais pas le séducteur vulgaire, c'est quelqu'un qui a aimé les femmes. Tout ça, ça donne un aspect absolument éclatant au personnage qui a un itinéraire vraiment étonnant. Mais quand je publie le livre, il y a un aspect qu'on a souligné au début. Je vais vous dire, comme on vit un moment maintenant le plus dangereux de l'histoire de l'humanité, à mon sens, avec ces drones, avec demain cette offensive ukrainienne. Franchement, quand je vous raconte ça, je parle non seulement à vos assurances-vie, qui seront évidemment détruites, comme si on va vers la guerre, mais je pense surtout à nos petits-enfants, parce que quand je suis... Mais bref, Sorge, pour revenir à Sorge, il a fait toute sa vie, vous savez, il est devenu espion parce qu'il était un officier allemand qui était blessé pendant la Première Guerre mondiale. Il a passé 3 nuits au barbelé et à ce moment-là, il est devenu une sorte d'apôtre de la paix, il a dit. Il a toute ma vie, il a dit j'étais un apôtre de la paix. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de va-t-en-guerre.
Et je pense que ce qui nous manque, c'est les apôtres de la paix. Et justement, comment il est devenu donc espion, Richard Sorge, donc allemand, comment est-il devenu Vous savez, il était un nationaliste allemand, mais il était tellement marqué par il a eu toutes les décorations, il était parti volontaire à 17 ans au front. Il a combattu avec les Allemands 3 fois terriblement blessé, notamment. Vous savez, c'était un grand sportif, mais on lui a failli de couper le pied. Finalement, il est devenu boiteux suite à ça. Mais pendant la Première Guerre mondiale, pour des raisons, je vous dis, il était tellement marqué par la Première Guerre mondiale qu'il est devenu un combattant de la paix. Et après, il a viré vers les idées de la gauche. Il est devenu un militant de la gauche. Et comme militant de la gauche, finalement, il a dit que le choix est simple. C'est le choix entre Hitler et Staline. Et je choisis, pour des raisons de la paix, choisis Staline. Il était absolument lucide, je raconte dans le livre, il était lucide dans l'analyse à la fois à propos d'Hitler et de Staline, mais il a pensé que à ce moment-là, pour éviter l'apocalypse, il fallait travailler pour Staline. Il a travaillé sur Staline. Finalement, Staline, il faut dire qu'il ne l'a pas renvoyé l'ascenseur parce qu'il aurait pu être échangé comme espion. Mais Staline, il a préféré de ne pas créer les rapports, les problèmes avec le Japon. Et il a évité cet échange. Bref, ça a donné quand même un destin assez tragique, mais je vous dis, un destin flamboyant. Regardez la couverture, c'est un homme, rien que son regard, c'est étonnant. Rien que ses rapports. Quand je parle aussi des choses intimes de Sorge, parce que, vous savez, c'est le livre qui est écrit à partir des archives nouvelles. Et les archives nouvelles, notamment, elles sont complètement déclassifiées du côté japonais et du côté des Russes, sauf les Américains. Ils n'ont pas déclassifié tout, parce que pour les Américains, Sorge, c'est un des personnages les plus haïs du XXe siècle. Parce que comme c'est lui qui a provoqué l'attaque des Japonais contre eux, ils continuent à le haïr. Mais bref, pour vous dire, il y a une chose intime qui m'a frappé. Les Japonais, qui ont eu beaucoup d'estime pour lui, avant de le pendre, il a dit, qu'est-ce que vous voulez au dernier instant? Qu'est-ce que vous voulez prendre avec vous? Et il a pris avec lui, avant d'être pendu, les 3 lettres des femmes qu'il a aimées. Les lettres sont extraordinaires. Il y a les échanges même dans ce domaine intime de Sorge qui donne un aspect inattendu. Je vais vous dire, Sorge, comme c'était, en dehors de ça, un très grand styliste, un grand journaliste. Il était élu d'ailleurs le plus grand journaliste de l'Allemagne, comme il était d'origine allemande. Il était élu 2 fois le meilleur journaliste allemand. Mais ces échanges épistolaires avec les femmes qu'il a aimées donnent un aspect aussi, que cette fois-ci, je suis quand même écrivain, 51 livres, Sorge, l'écrivain, l'espion pour l'éternité. Je suis quand même écrivain avec ce 51e livre de longue date. J'étais frappé par le côté littéraire de Sorge. Et ça, vous allez retrouver dans ce livre. Oui, justement, donc vous dites donc c'est un grand séducteur, c'est aussi quelqu'un qui a des aptitudes fascinantes d'analyse, d'adaptation. Il part en Chine, il part en Japon, et puis en fait très vite il arrive à se faire une place parce qu'il est brillant. C'est un peu l'anti-OSS 117, si je peux me permettre. Quelles sont ces aptitudes fascinantes à Sorge, à Richard Sorge? C'était un personnage charismatique. Il a créé les meilleurs réseaux qui existent dans le monde en Orient. Ça n'existe pas depuis. Ça n'existe pas, carrément. Par exemple, au Japon, il y avait le plus grand conseiller du gouvernement, conseiller du premier ministre japonais. Il a travaillé pour lui.
un très grand artiste aussi. Ça, c'est côté pittoresque. Il y a beaucoup d'informations. Cet artiste japonais, une sorte de Dali, on dirait, de l'époque en Japon, très à la mode à l'époque au Japon, il faisait des portraits de tous les dignitaires des Japonais. Quand il faisait des portraits, on lui a donné des informations, mais ou maîtresse du Premier ministre japonais, il y avait beaucoup de choses. Et il recevait des informations confidentielles, mais pratiquement aucun de ces espions ne travaillait pour l'argent, parce qu'aujourd'hui, les gens, les informations sont achetées, vulgairement achetées. Vous savez, je suis assez sceptique envers les aptitudes de l'analyse d'aujourd'hui et même dans l'espionnage d'aujourd'hui, parce qu'un sénateur américain m'a raconté à propos justement des drones n'importe quoi. Et je lui ai dit, mais d'où tenez-vous ça? Et il m'a dit, tu sais, on paye certains Russes et ils nous racontent tout ça. J'ai dit, mais si vous payez les Russes, ils vont vous raconter ce que vous désirez. Vous comprenez? On se piège. Tandis qu'à l'époque, mais vous comprenez, en Chine, par exemple, il y a une femme extraordinaire. Un jour, il faut que je fasse un livre d'ailleurs sur ces femmes espionnes du XXe siècle. Une séductrice, après, il a travaillé avec les Anglais, il a piqué d'ailleurs pour Staline la bombe atomique pour lui. Mais cette femme, il était tellement séduit par le personnage charismatique de Sorge qu'il a commencé par lui. Et il y a un autre personnage qui est connu comme un homme politique de tout premier plan, c'était Premier ministre de la Chine, futur Premier ministre, Chou Enlai, peut-être vous avez entendu parler. Mais lui, il a aidé Sorge à créer le réseau en Chine qui n'existe pas. Depuis maintenant, ça plus de 50 ans, plus que ça s'est passé, mais c'est ces réseaux qui n'existent pas et aucun de ces personnages ne travaillait pour l'argent. Vous imaginez, c'était étonnant, même comme performance, je dirais, technique de l'espionnage. Et puis, quand j'écrivais ce livre, je savais je suis assez... vous savez, bouleversé par ce qu'on nous raconte dans les médias. Les médias deviennent les instruments de propagande, sauf votre mission. Mais et ça, c'est très grave, parce qu'on se piège. On raconte des choses et on continue à raconter et on continue à croire à ce qu'on raconte et puis la propagande devient la politique réelle. Bref, tout ça, c'est le message au-delà de ce personnage hors commun. Rien que ces costumes blancs qui sont entrés sur le plan vestimentaire dans l'histoire de l'espionnage nous rappellent cette allure oui, reprise par James Bond, reprise par Indiana Jones aussi notamment. Et justement, moi je voulais revenir sur un événement particulier, c'est en octobre 41. Vous écrivez, donc à ce moment-là, il est sauveur de Moscou il donne un renseignement crucial qui permet donc de sauver Moscou quand Hitler est aux portes du Kremlin. Mais ça, c'est l'épisode qui est étonnant. Il faut comprendre que à ce moment-là, tout pouvait basculer, puisque si Hitler prenait Moscou en 41, l'histoire de la guerre aurait changé. Staline, il a failli partir. Il était à 2 minutes de partir. Tous les autres dirigeants sont partis de Moscou. Ils ont évacué. Moscou le pagaille était total dans les désarrois. Et puis, Staline reçoit cette information que les Japonais ils vont attaquer Pearl Harbor, et cette fois-ci, il a cru à Sorge, et il a pris ses dernières divisions. Il a eu le temps de les faire venir à Moscou avant que la bataille décisive autour de Moscou commence. D'ailleurs, je tiens à vous dire, c'était l'épisode shakespearien, je dirais, parce que Staline, au lieu de les jeter tout de suite dans les batailles, ses forces sibériennes sauvées, qui étaient massées du côté du Japon, vous comprenez, il prend les Sibériens, c'était les forces frères, et au lieu de les jeter en bataille, il utilise une sorte de défilé de la dernière chance. Il a choisi lui-même les gens bien habillés avec les manteaux dans Sibérie, de mouton retourné que je conseille à toutes vos
auditrices. Et puis, mais au lieu de les jeter, encore une fois, la mise en scène shakespearienne, il y avait un moment de battement quand il y avait les vétérans qui sont entrés sur la place rouge. Tout le monde pensait, même l'ambassadeur anglais, il pensait que le monde est fini, que la Russie ne peut pas résister. Et à ce moment-là, il a fait entrer ces divisions libérées par Sorge, des géants comme rouleau compresseur avec les manteaux de fourrure blanc de la Sibérie. Et ça, l'ambassadeur anglais, il écrit, la Russie, avec ces gens, il va gagner la guerre. Il vous dit, d'ailleurs, Staline, il ne parle pas à l'époque, camarades, etc., comme parlent certains aujourd'hui. Il dit, frères et sœurs, au nom de Christ, nous allons gagner la guerre. Ça, c'est le basculement épique, extraordinaire, et ça, nous devons ça à Sorge. En dehors de ça, je ne vous cache pas que c'est surtout ce qui m'a frappé, que jusqu'à l'heure actuelle, le réseau comme ça n'existe, dans l'histoire de l'espionnage, ça n'existe pas. Ni au Japon, ni en Chine, il n'y avait pas de réseau pareil. Il y avait des centaines de gens qui ont travaillé pour lui, de tout premier plan, et il a eu toutes les informations. Mais en dehors de ça, c'était aussi une sorte de stratège politique. Il combat avec les Japonais qui l'a guidé. Il a influencé les événements. Et ça, c'est assez étonnant. Et tout cela à partir d'une seule motivation. Je ne vous cache pas, il était apôtre de la paix. Et quand j'écrivais ça, il y a tellement de va-t-en-guerre aujourd'hui. Je l'ai vraiment, tous ces philosophes de Saint-Germain qui sont, vous savez, qui aiment la guerre plus que la philosophie. Je pense que ce qui nous manque aujourd'hui, c'est les apôtres de la paix, comme on marche aujourd'hui, à l'instant que je parle, comme des funambules vers la guerre mondiale. Plus que jamais, les gens qui prônent la paix sont nécessaires dans ce paysage, dans cette tempête, je dirais, aujourd'hui, politique qui nous guette. Et c'était le cas de Richard Sorge. Merci beaucoup Vladimir Fedorovski. On rappelle donc le titre de votre dernier livre, Sorge, un espion pour l'éternité, aux éditions Ballant, une sorte de un vrai James Bond. Donc si vous voulez lire à la fois un livre historique, intéressant, passionnant et en même temps vous divertir parce que c'est quasiment un roman policier, et ben on vous invite évidemment à lire ce livre, Sorge, un espion pour l'éternité de Vladimir Fedorovski. Merci à vous.